Euh, Bonsoir, bonjour à tout le monde. Selon l'ère à laquelle vous allez nous suivre, nous continuons avec notre formation, La fois passée, pour ceux-là qui évoluent avec nous, nous sommes déjà dans la partie data science proprement dit, où nous parlons déjà de NumPy. Nous avons vu quelques manipulations et comment NumPy est très important pour nous. Aujourd'hui, j'avais promis qu'on devait parler de quelques opérations de base, qui sont très importantes. J'avais dit nous allons faire des opérations sur NumPy. Alors, c'est la manière dont nous sommes en train d'évoluer, c'est ce qui va vous permettre dans la suite de comprendre ce que nous allons faire dans le machine learning. Je sais bien que beaucoup sont tellement impatients, ils sont en train de patienter pour voir un peu à quel moment nous allons commencer avec le machine learning. Mais soyez patients, essayez de suivre très bien ce que nous sommes en train de donner. Ça va beaucoup vous aider pour bien comprendre le machine learning. Parce que notre façon de faire, ce n'est pas juste de vous montrer comment entraîner les modèles, mais de comprendre exactement ce qui se passe derrière le modèle. Comment est-ce que la machine comprend ça en fait. Alors, prenons l'exemple un peu, je vais créer un vecteur NumPy, j'ai dit NumPy, array, j'ai créé un vecteur comme ça, j'ai dit, bon, j'ai mis des valeurs de façon aléatoire, par exemple, des valeurs comme ça. Alors, ça, je viens de créer tout simplement, n'est-ce pas? Je viens de créer tout simplement, NP n'est pas défini. Alors, j'ai dit juste ici, import NumPy as NP. Et puis, quand j'exécute, là, ça passe sans problème. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux, la première opération, par exemple, si je vais ajouter une unité quelconque dans toutes mes valeurs de x, la moindre des choses à faire, c'est d'appeler tout simplement le vecteur. Et puis, je dis que j'ajoute par exemple 3. Qu'est-ce qui va se passer ici? Il va m'ajouter 3 unités dans toutes les valeurs. Donc ici, ça deviendra 5. Ici, ça deviendra 48. Ici, ça deviendra 9. Ici, 10. Ici, 11. Et puis là, ça sera 12. Voilà. C'est comme ça que nous pouvons faire la première opération. C'est-à-dire ça, nous sommes en train d'ajouter une unité dans telle ou bien telle autre valeur en fait. Dans telle ou bien telle autre valeur. Et puis, nous pouvons manipuler ça vraiment comme il se doit, sans problème. Et je peux aussi effectuer plusieurs opérations avec pour dire par exemple que non, non, je vais ajouter quelque chose, je vais multiplier quelque chose. Alors, ici, là, j'ajoute une unité. Mais prenons maintenant si nous avons plusieurs vecteurs. Ça, c'est un vecteur. Et l'autre aussi, c'est un vecteur. Parce qu'ici, là, regardez, si je fais ça, je fais ceci. Ici, je dis tout simplement x. Normalement, par défaut, mon vecteur, c'est ça. C'est 2, 45, 6, 7, 8 et 9. Et ici, là, j'ajoute en fait 3 sur chacune des valeurs du vecteur créé. Alors, je peux aussi faire autrement pour dire, par exemple, j'ai créé un autre vecteur. J'ai dit np.want. Rappelez-vous la fonction want. On avait déjà parlé de ça. Si je mets y, il me donne ceci. Donc, un vecteur de 4 valeurs.
Bon, ici d'ailleurs, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mettons 6 aussi. Mettons 6. Et ça va me donner un vecteur de 6 valeurs. Mais toutes ces valeurs ici, c'est des types float ou bien réel. Et comme c'est 1, ça sera 1, 1, 1, 1, ça aura une valeur 1, 1, 1, 1 partout. Alors, je peux aussi faire ça comme ça, par exemple, en déclarant, j'ai dit par exemple plus 2. Et quand j'affiche, il va me prendre le vecteur de 1, 1, 1, 1, il me fait plus 2 unités. Alors, une fois que j'ai déjà ceci, je peux maintenant effectuer des opérations comme ce que je vais faire avec. Je peux dire par exemple, je vais faire y, x moins y. X moins y, c'est-à-dire va me prendre les différentes valeurs ici. Pour chacune des valeurs, va faire 2 moins 3, 45 moins 3, 6 moins 3, 7 moins truc, ainsi de suite. Et si vous regardez, ça me donne moins 1, 42, moins 42, et puis moins 3, moins 4, 4, 5, et puis 6. Et si vous regardez, ça me donne le type float. On avait déjà parlé de ça au début. Si vous n'avez pas suivi, essayez de regarder la vidéo là où je parle de typage de données en Python. Alors, nous savons tous que quand je fais par exemple l'addition ou bien la multiplication entre un entier et un float, le résultat sera un float. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est la raison pour laquelle je me retrouve avec le float ici comme étant la réponse. De la même manière, je peux aussi faire x multiplié par y, comme ça. X multiplié par y, c'est-à-dire qu'il va me prendre 2 ici, multiplié par 3 qui me donne 6, 45 multiplié par 3 qui me donne 6, 6 multiplié par 3 qui me donne 8, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que nous pouvons faire des opérations sur le vecteur avec NumPy. N'oubliez pas qu'avec l'approche normale, si on devait programmer ici, normalement, ça devait être vraiment les boucles, hein, c'est-à-dire nous utilisons des boucles, par exemple, for i, parcours, tel vecteur, récupère moi chaque valeur et fait ceci, multiplie tel indice de chaque indice. Mais voilà, ici avec NumPy, les choses sont vraiment minimisées. Une fois que tu déclares ton tableau comme étant des structures NumPy, c'est-à-dire les opérations des bases des opérations mathématiques deviennent très très puissantes. Et je peux aussi faire par exemple ceci, je déclare par exemple une variable z, j'ai dit que z va me prendre np diag. Parce que jusqu'à présent, nous avons manipulé que des vecteurs. Mais prenons maintenant si nous voulons manipuler une matrice, par exemple une matrice de 3 lignes, 3 colonnes, ou ainsi de suite. Quand je dis par exemple que z égale Diane, rappelez-vous, on avait déjà fait ça. J'ai dit ça. Ceci en fait, comme ceci, j'ai dit que c'est la diagonale. Donc il va me donner une matrice carrée de 5 lignes, 5 colonnes. Mais non la diagonale. Ceci, ça sera l'intersection des A11. Ça, c'est l'intersection des ADD. Ça, c'est l'intersection des A33, l'intersection des A44 et l'intersection des A55. La diagonale comme ça aura des valeurs ici. Et partout ailleurs, ça sera des 0, 0. Regardez si j'affiche ça. Je vais essayer d'afficher ça pour que vous puissiez voir. Voilà, c'est ça la matrice. La matrice, c'est ça. Et si j'ai dit que, par exemple, je vais faire z multiplié par z. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez voir qu'il me prend 45,
25, 36. Donc, il multiplie chaque élément par sa propre valeur. Et ceci, je peux aussi les faire autrement pour dire, par exemple, z.dot.z. Ça, c'est aussi la même chose. z.z. Ça va me donner aussi la même chose. En fait, c'est des opérations, ça nous renvoie la même chose. Je peux dire z multiplié par z, qui veut dire tout simplement que prends-moi chaque valeur de z et multiplie-moi par ces mêmes valeurs-là. Ou soit je dis que z.dot.z. Je fais appel. Et puis, il va me le multiplier ainsi de suite. De la même manière aussi, je peux vérifier, par exemple, si, bon, je ne mets même pas de commentaires. Ici, j'affiche. Ici, je dis que l'ajout d'unité dans les éléments du vecteur et ici qu'est-ce que je fais? La même chose. Ici je dis soustraction entre deux vecteurs. Et là ici j'ai dit c'est la multiplication entre vecteurs et de l'autre côté j'ai dit affichage d'une matrice diagonalisée. Bon, diagonale, et ainsi de suite. Vous-même, vous allez vous débrouiller, hein, sans les commentaires que je mets juste. Et ici, je multiplie. Je peux aussi faire la comparaison, en fait. Je peux aussi effectuer l'opération de comparaison. Pour dire, par exemple, j'avais x, j'ai dit, est-ce que x est égal à y? N'oubliez pas, je vais afficher x pour voir. X, c'est ça. Y, c'était ceci, les 3, 3, 3. Voilà. Bon, modifions à la place de x, mettons une valeur 3. Mettons la valeur 3 quelque part. Par exemple, à partir de 7, je dis là-bas que c'est 3. Et regardez, quand je descends là, j'exécute, il me dit false, 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 true. C'est-à-dire quoi? La comparaison, comme nous le savons déjà, que les opérateurs de comparaison nous renvoient des valeurs booléennes. Ok? Ça nous renvoie des valeurs booléennes. Et ces valeurs-là ne sont pas que oui, bon, soit non, soit vrai. De la même manière, si je dis est-ce que x est supérieur à y, ou bien encore je dis x, est-ce que x est supérieur ou égal à y? C'est comme ça. Hein? J'ai dit x
x supérieur ou égal à y. Alors du coup déjà ici, ça va me donner false parce que pour ça ce n'est pas supérieur. Donc ici ça sera false, ici ça sera true, ça sera vrai. Ici ça sera vrai, ici ça sera false, ici ça sera vrai, ici ça sera vrai. Donc on aura des faux et puis les restes ça sera des vrais. Pour ça j'ai parlé des pourcents en fait. Comme j'avais dit, des faux, les restes ça sera des vrais. Et ici ça, on aura seulement le 3 quelque part ici. Si x est supérieur ou égal. Donc ici ça sera false, partout ça sera vrai. Pourquoi? Parce que le 3 c'est supérieur ou égal. Voilà, ce sont des opérations de base que nous pouvons aussi faire pour vérifier est-ce que tel ou bien tel autre est vrai ou bien ce n'est pas vrai. Est-ce que c'est... Mais une façon aussi de mesurer si x et y est de vérifier les réponses, c'est en utilisant une fonction que nous appelons array égal. Cette fonction-là nous renvoie en fait la valeur si toutes les valeurs sont vérifiées. Si toutes les valeurs sont vérifiées. Par exemple, j'ai dit ceci. Je prends x qui est déjà là. Et puis, j'ai dit que t égale, par exemple, j'ai dit np.array. J'ai dit comme ça, j'ai dit ça quelle valeur? J'ai dit 2, 8, 6, 9 et puis 3. C'est 6 et puis j'ai dit 27. Et puis j'ai dit 27. Je mets ça comme ça. Je vais maintenant vérifier si np.array equal, j'ai dit x virgule t. Il me dit false. Vous voyez que ici cette fonction ne vérifie pas chaque valeur, mais il vérifie si réellement les deux vecteurs ont partout la même réponse, donc la même valeur. Si les deux vecteurs contiennent réellement les mêmes. Regardez que je modifie un peu. Je mets 45, 6, je mets 3, je mets 8 et puis je mets 9. Il me dit true. C'est-à-dire quoi? Il te renvoie true, vrai, si toutes les valeurs sont égaux en fait. Si toutes les valeurs sont égaux, il te dit vrai. Sinon, il te dit false. De la même manière que nous les faisons avec des valeurs normales en Python, nous pouvons aussi les faire avec NumPy. Et NumPy, moi je trouve ça c'est très génial, c'est très puissant parce que ça te vérifie des choses de manière très géniale et de manière vraiment magique, quoi, si je peux le dire ici. Même les opérateurs booléens, les opérations booléennes, nous pouvons aussi les faire ici pour essayer un peu de vérifier une valeur ou bien une autre valeur. Il suffit juste de déclarer votre vecteur, votre vecteur NumPy comme étant de type booléen. Nous savons déjà que ce qui est de type booléen, ça prend soit des 0, soit des 1. Faisons ça comme ça. Comme je sais déjà que ça, c'est de type booléen.
Et puis j'ai dit, ici j'appelle ça B. J'ai dit np.logical. Logical or. Par exemple, j'ai dit A, B. Il me dit vrai, 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 false, false. Vrai, vrai, vrai. Bon, ajoutons comme ça. J'ai dit data type égale bool. Ajoutons comme ça pour lui montrer vraiment que les données sont des booléens. Ah oui, ça marchait déjà. Ah voilà, je voulais modifier ici. Voilà, je voulais modifier là. Voilà. Je sais bien que je fais les logical or en algèbre de boole. Nous les savons tous que quand c'est deux propositions avec les or, avec les ou, la sortie nous donne faux lorsque les deux entrées sont fausses. C'est-à-dire lorsque deux propositions sont fausses, la sortie nous donne fausse, mais vrai dans tous les autres cas. C'est ce qui fait que ici, vrai, vrai, ça me donne vrai, vrai, faux, ça me donne vrai, faux, vrai, ça me donne vrai, et puis faux, faux, ça me donne faux. Et de la même manière, je peux aussi utiliser les and. Je peux aussi utiliser les and à ce niveau pour dire que au lieu de faire les logical or, j'ai dit logical and. Logical and. Avec les logical and, je sais bien que ça me donne vrai que si les deux propositions sont vraies. Faux dans tous les autres cas. Donc ici, ça va me donner vrai. Et puis partout ici, ça sera false, false. Voilà. C'est un peu de cette manière ici que NumPy rend la chose, la chose de mathématiques un peu très très facile à manipuler. Et ça devient très facile quoi. Ça devient très facile. Donc il y a plusieurs fonctions mathématiques que nous pouvons faire avec NumPy, mais on ne peut pas parler de ça, on ne peut pas parler de tout ici parce que ce n'est pas vraiment l'objet de notre formation. Mais ne vous en faites pas, nous allons commencer à revenir de temps en temps pour essayer de voir quelles sont les fonctions mathématiques que nous pouvons utiliser. Parce qu'il y a plusieurs fonctions telles que les fonctions cosinus, des fonctions sinus, des fonctions exponentielles. Par exemple, si j'ai fait P égale, j'ai dit tu m'écris quelque chose avec 5 valeurs tout simplement. Avec 5 valeurs. Et je vais afficher les P pour voir mes valeurs. Je vais afficher les P pour voir mes... Ah, ok, ça va. J'ai dit que non, tu m'écris ça juste avec une seule valeur, c'est-à-dire 5, ce qui est normal. Si j'ai dit print, parce que je n'ai pas créé un vecteur, si j'ai dit print, comme ça, regardez, quand je mets P, je pense bien qu'on avait déjà fait ça, et ça me sort 5, c'est ça la valeur 5. Alors, avec cette valeur ici, je peux utiliser plusieurs fonctions mathématiques pour dire par exemple que non, si je vais calculer le sinus, si je veux calculer par exemple le logarithme, l'exponentielle de A, si je vais calculer. Donc, il y a plusieurs valeurs. Si je dis np point, par exemple, exp,
XPDP, XPDP, ça me donne ceci. Mais la question de savoir maintenant comment calculer l'exponentielle d'une fonction, comment calculer les sinus d'une fonction, ça c'est déjà vu depuis les humanités. Si vous avez oublié, n'hésitez pas de nous laisser un commentaire, comme je l'ai toujours dit, que je vais revenir et je vais expliquer les choses de manière très détaillée. Comment calculer l'exponentielle, comment la machine parvient à trouver cette valeur ici. Hein? Comment la machine parvient à trouver cette valeur ici. Je vais quand même vous faire du bien avec les calculs des logarithmes, des sinus et ainsi de suite. Je ne calcule pas ça ici parce que ça ne fait pas vraiment l'objet de notre étude, de ce que nous voulons faire. En fait, ça c'est très facile. Même si vous avez un vecteur, vous avez aussi la possibilité de calculer les sinus de ces différentes valeurs. Par exemple, prenons, j'appelle ça qui mettons ça en minuscule carrément. J'ai dit np.array comme ça. Regardez ce que je suis en train de dire. Je donne l'exemple ici. Comme ça. Même avec ça, je n'ai pas de problème particulier pour calculer. Par exemple, si je vais calculer l'exponentielle, quand je fais ça, il va me calculer l'exponentielle de chacune des valeurs contenues dans le vecteur Q. Voilà. Il me renvoie vraiment l'exponentielle de chacune des valeurs. Et si je fais aussi les sinus de ceci, il va me renvoyer en fait les sinus de chaque valeur contenue dans le vecteur. Alors, comme j'ai dit, si vous ne savez pas comment calculer les sinus, le logarithme et consort, nous allons revenir, mais ça, ce n'est pas vraiment l'objet. Je sais bien que vous pouvez quand même vous documenter pour savoir comment calculer ça. Il y a une autre fonction que j'aime aussi avec NumPy, la fonction sum. Sum, en fait, ça permet de calculer la somme de toutes les valeurs contenues dans un vecteur. Par exemple, j'ai dit np. J'ai dit sum. Je prends ceci. Il va me dire 2 plus 4, 6. 6 plus 5, 11. 11 plus 6, ça fait 17. Donc, il va me renvoyer la valeur 17 quand je vais chercher à afficher la valeur. Hein? Il va me renvoyer 17 comme ça. Et ça, c'est aussi très puissant. Je calcule, pour calculer par exemple, additionner la somme de toutes les valeurs, c'est-à-dire le total d'une colonne, d'une ligne donnée. Vous pouvez le faire de cette manière ici avec NumPy, qui est déjà très facile. Vous voyez vraiment que l'utilisation de boucles for, de parcourir les tableaux, c'est vraiment ici, nous sommes vraiment exemptés de ça. Même si vous avez un tableau à 2 dimensions par exemple, un tableau avec plusieurs colonnes, avec plusieurs lignes, vous avez aussi cette possibilité là de faire la somme ou bien de faire l'addition. Prenons bon, faisons ça comme ça. J'ai dit matrice, j'ai dit np point array comme ça. Je déclare le premier vecteur. J'ai dit 12, 3, 5 et puis 6. Je viens là, je fais encore la même chose. J'ai dit 7, 6, 1 et puis 2. Comme ça. En réalité, ça, si j'affiche ça, regardez, j'obtiens ceci. Hein? Donc c'est une matrice comme ça, une matrice de 2 lignes et 4 colonnes.
une matrice de deux lignes contre colonne. Et si je vais par exemple faire l'addition, il suffit tout simplement que je dise, je fais appel à la matrice, je dis matrice point somme, ça c'est quand même important, c'est très important, parce que ça va beaucoup nous aider quand nous allons aller dans la machine learning. J'ai dit ici A6 égale 0. Quand je dis ceci, c'est que vous devez retenir, j'insiste encore, retenez ça. A6 égale 0, c'est la colonne. A6 égale 1, c'est la ligne. Quand je mets A6 égale 0, c'est-à-dire j'effectue l'opération par rapport à chacune des colonnes. Mais quand je dis A6 égale 1, c'est-à-dire j'effectue des opérations par rapport à la ligne. 1, c'est la ligne, 0, c'est la colonne. J'aimerais que ça entre vraiment. J'insiste encore là-dessus parce que nous allons l'utiliser en machine learning. Donc, j'ai dit ici A6 égale 0 fait référence à la colonne. Si je fais ceci, qu'est-ce qui va se passer? Il va additionner ça et ça. Ça va me donner 19. Ça et ça 9. Ça et ça 6. Ça et ça 8. C'est-à-dire, il va me renvoyer un vecteur avec l'addition des valeurs par colonne. Voilà. Alors que si je recopie la même chose ici, je le mets là. J'ai dit seulement A6 égale 1. J'ai dit que ça, c'est par rapport à la ligne. Qu'est-ce qui va se passer? Il va m'additionner. Il va additionner 12 plus 3, ça fera 15, plus 5, ça sera 20, plus 6, ça sera 26. Et puis 7 plus 6, ça sera 13, plus 1, ça sera 14, plus 2, ça sera 16. Donc, il va m'en renvoyer un vecteur avec deux valeurs, 26 et je ne sais pas moi 16. Voilà. Donc, vous voyez un peu comment est-ce que NumPy rend les choses vraiment faciles et comment est-ce que nous pouvons manipuler les choses facilement. Et NumPy, c'est ce qui fait la puissance de machine learning, c'est ce qui fait la puissance de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Vous avez aussi la possibilité là de trouver par exemple le minimum, donc la plus petite valeur dans un vecteur donné. Nous prenons par exemple notre vecteur qu'on a déclaré là, qu'on avait utilisé au-dessus. Si je les ramène là, en bas, il suffit juste de dire ici que je vais faire appel à la fonction min. Ça me dit que la plus petite valeur dans le vecteur ici, c'est 2. Et la plus grande valeur, c'est 6. Ce qui est évident. Et pour faire, je vais juste mettre max. Je vais juste dire max. Il me dit c'est 6. Et il y a aussi un autre argument qui est aussi très très important, une autre fonction que nous appelons argmin et puis argmax. Ça c'est quand même important. Les argmin et les argmax, ça nous renvoie la position de la plus petite élément et la position de la plus grande élément. Regardez la position de la plus petite élément ici, c'est bon. Modifions à la place de 25, de 5, mettons 26. La plus petite élément, c'est la position 0. La plus grande élément, c'est la position 2. Quand je l'exécute ici, ça va rester 2, max ça devient 26. Et il suffit juste de faire ceci, comme je l'ai dit. Ici, maintenant, nous utilisons argmin. Donc, l'argument de min. L'argument de min. Mais comme ceci, c'est une fonction, je dis que tu vas me retirer l'argument
dans le vecteur qui, tout simplement. Donc ici, j'ai dit, il nous renvoie l'indice de la plus petite valeur. De la plus petite valeur du vecteur. Et quand j'ai fait ceci, il me donne 0. Et si j'amène ça là, regardez, il va me donner 2. Ici, j'ai dit seulement de la plus grande valeur du vecteur. Il va me donner 2. Voilà. C'est un peu comme ça. Donc, il y a plusieurs éléments. Il y a plusieurs éléments que nous pouvons utiliser avec NumPy qui sont vraiment totalement différents et qui nous facilitent la vie par rapport à la programmation classique. Si on devait coder normalement vraiment comme nous le faisons, ça allait être très très compliqué pour nous. Alors, je pense bien que tout ceci, ça va quand même vous aider. Il est combien de minutes déjà? 36 minutes. Ok, nous évoluons. Et comme j'ai dit, il y a des opérateurs, des opérations que nous pouvons faire aussi avec des boolers. Par exemple, ce que nous avons fait ici. Ce que nous avons fait ici, je peux aussi les modifier, par exemple, pour mettre ça vraiment en string. J'ai dit que ici c'est true. True, false and false. Ici c'est true pour dire que c'est vrai. True c'est vrai. False c'est faux. True. True c'est vrai. Et puis false ici. Voilà. Je peux qu'est-ce que je fais ici? J'appelle ça L1. Ça c'est L2. Quelle opération que je peux faire ici? J'ai dit L1. Attends, je vais voir si ça va marcher. NP. NP. Bon, ici, bon, non. Ce n'est pas vraiment... Bon, ce que je voulais expliquer ici, c'était... Comment je peux appeler ça? Bon, j'ai dit seulement np.all, par exemple comme ça. Par exemple comme ça. Ouais, je peux effacer ça. J'efface ici. Je fais ça. Je fais ça. Quand je dis np all, true, c'est-à-dire quoi? Il me vérifie si partout nous avons de même valeur. Il me dit false. Alors que si je renvoie ça comme ça, je dis par exemple comme ça,
fais ça. Je fais ça. Si j'exécute, euh, il me dit false. C'est-à-dire quoi? La présence de faux nous renvoie faux. Alors que si je fais ça, j'exécute, il me dit true. Pourquoi? C'est peut-être vous avez déjà entendu qu'on dit toujours en mathématiques que les faux impliquent n'importe quoi. Hein? Et la présence du faux ici nous renvoie faux pour nous dire que non, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand je dis all, c'est-à-dire qu'il me vérifie si toutes les valeurs sont vraies. Quand déjà il y a la présence de faux, il va me renvoyer faux. Mais ici, quand c'est faux, faux partout, il me dit que tout est false. Et ici, il me dit tout est vrai. Mais si je dis par contre, ici, j'ai dit any. C'est-à-dire s'il y a au moins un vrai, il va me renvoyer vrai. Voilà. Il me renvoie vrai. Et c'est un peu de cette manière ici que nous pouvons effectuer plusieurs opérations avec NumPy. Et puis je vais quand même essayer pour clôturer. Faisons un peu de statistiques. Un peu de statistiques. Statistique. Voilà. Faisons un peu de statistiques quand même. Ne vous en faites pas. Jusqu'à présent, c'est encore boring pour beaucoup. Mais vous allez comprendre très bientôt où est-ce que nous voulons atterrir. Et j'aimerais bien ordonner les choses pour que vous puissiez très bien comprendre. Créons des vecteurs. Créons des vecteurs. Même 3. J'ai dit vecteur 1 égale np point. Comme ça, j'ai dit 3, 5, 6. Et puis, j'y ramène ça. Là, je copie juste ça, j'ouvre, virgule, j'ouvre ça comme ça. Je vais juste modifier à l'intérieur ici. Voilà, ça j'appelle ça vecteur 1 et puis vecteur 2. Et puis vecteur 2. Comme ça là, affichant quand même les vecteurs en question pour vous permettre de bien voir déjà qu'est-ce que j'ai comme résultat. Voilà, ce sont là mes deux vecteurs. Bon, et un vecteur et puis une matrice. Je vais fixer par exemple la moyenne de ça. Nous savons tous comment calculer la moyenne. La moyenne, c'est la somme des
la somme des xi, des i allant de 1 à n sur n. C'est-à-dire quoi? Je fais la somme de tout ceci, je divise ça par les n. N'est-ce pas? Du coup, si je dis par exemple que np point min, non, pas le vecteur 1 point min, qu'est-ce que ça nous donne? Voilà ce que nous obtenons. 15.4. 15.4, c'est-à-dire quoi? Ça nous donne la moyenne des éléments qui se trouvent dans ces vecteurs-là. Prenons un peu la chose. Calculons. Calculatrice. J'aimerais que nous puissions être d'accord avec nous tous. Prenons 24 plus 5 plus 6 plus 37 plus 5 égale ceci divisé par 5. C'est 5.4. Exactement, c'est ce que nous sommes là. C'est-à-dire la somme des xi avec i allant de 1 à n sur n. Si vous voulez que je puisse écrire ça, bon, c'est ça. Vous allez quand même faire la recherche. On ne va pas parler de tout ici, on ne va pas trop donner ici. Mais vous allez quand même faire la recherche pour voir comment est-ce que vous pouvez calculer la moyenne. Et il y a un autre élément statistique que nous utilisons aussi, que nous appelons la médiane, qui est aussi très important. Ce sont des éléments statistiques qui sont très utiles dans l'exploration des données. Dans l'exploration, dans les pré-processing des data, c'est très important de bien maîtriser ces éléments ici. Nous allons parler de ça déjà dans la vidéo qui va suivre, ou bien soit dans l'autre vidéo, quand nous allons déjà parler des pandas et puis nous allons explorer les données réelles. En fait, ici, nous faisons, je fais par exemple np.médiane. Je prends toujours le vecteur. J'ai dit médiane. Bon, je prends vecteur 2. Et ici, je vous laisse encore de voir comment est-ce que vous pouvez... non. NP, ça doit être NP. Vecteur 2. Comment est-ce qu'on calcule la médiane? J'ai dit par exemple A6 égale moins 1. Ou bien 6 égale 1 tout simplement, c'est la même chose pour dire que c'est la ligne. Donc A6 égale 1 ou bien A6 égale moins 1, c'est la même chose. Et là, il va me calculer la médiane par rapport à chaque ligne. Donc il va me renvoyer un vecteur de deux éléments. Et si vous ne savez pas, vous avez déjà oublié comment calculer la médiane, je vous demanderai de me laisser un commentaire. Je vais vous apprendre comment calculer la médiane. Il y a un autre élément aussi très important de la statistique que nous appelons standard de déviation. Standard de déviation. Et si je dis ST1, STD, ce qui est une fonction, ça va nous renvoyer ce que nous appelons standard de déviation. Je vous en prie, s'il vous plaît, de bien comprendre ces trois fonctions mathématiques. Parce que c'est ce qui fera l'objet même de l'exploration des données, de pré-processing dans les data. Ça sera les trois éléments ici. Alors, je vous en prie, allez-y, revoyez encore sur Google, tapez et puis trouvez des tutos qui expliquent mieux.
qui explique mieux, qui fait encore des rappels en statistique sur les standards de déviation, la médiane et le, le truc, le, la moyenne, comment calculer ça. Alors c'est très très important, vous devez revoir ça. Mais si jamais vous avez des difficultés, comme je l'ai dit, envoyez-nous un mail ou bien laissez-nous un commentaire dans les commentaires, dans la partie commentaires, pour que nous puissions bien vous expliquer. Sinon, si vous avez des difficultés à comprendre cela, vous aurez du mal à comprendre ce qui va suivre. La partie data science et la partie machine learning, vous aurez beaucoup plus de difficultés parce que vous n'allez pas comprendre ce que le modèle va faire exactement et comment est-ce que nous allons commencer à bien manipuler les choses. Alors ça, c'était un peu quelques éléments des opérations que je devais expliquer dans la partie NumPy, qui est très très important, et je pense bien que cela va quand même vous aider. Bien sûr, je peux quand même souligner que je n'ai pas tout exploré, hein. Je n'ai pas tout donné, mais ce que j'ai donné, c'est l'essentiel pour démarrer avec le machine learning. C'est vraiment l'essentiel. Surtout les opérations de base entre le vecteur, entre les matrices, comment est-ce qu'un NumPy vous facilite la vie. Il y a même un élément que je n'ai même pas parlé de ça. Supposons que nous prenons ceci. Supposons que nous prenons ça. J'ai dit par exemple vecteur 3, vecteur 4, vecteur 5. J'ai dit par exemple ici c'est 17, 14. Non, ici je laisse 24. Ici là, je mets 2. Et ici là, je mets par exemple 19. Il y a cette opération ici que vous pouvez faire. Par exemple, pour dire est-ce que vecteur 3 est inférieur ou égal au vecteur 4 et vecteur 4 inférieur ou égal à vecteur 5 par exemple. Et puis si je vais ajouter, bon, quand je fais ceci, il me dit false, 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 true, et ainsi de suite. Et si je veux qu'il puisse me vérifier pour tout, il suffit juste de dire all, il me dit false. Et si je dis any, il va me dire true. Donc il y a beaucoup des opérations que vous pouvez faire sur NumPy que je n'ai pas abordé ici, que je vous recommanderais vraiment d'aller dans les sites officiels, de trouver la documentation. C'est très facile de le manipuler et c'est très facile de l'explorer. Voilà, avec ça, je vous dis, on s'arrête par ici pour cette partie des vidéos. Nous allons continuer prochainement explorer les données réelles. Les données réelles que nous allons vraiment explorer de manière très détaillée avec Python. Alors je vous dis, portez-vous bien, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de commenter nos vidéos. Si nous avons dit des choses que vous faites autrement, partagez votre expérience avec nous, ça va nous permettre d'améliorer prochainement. Sinon, si vous avez aussi des soucis que vous ne comprenez pas, je mets toujours le mail au niveau de la description de la vidéo. Laissez-nous un commentaire, commentez et puis écrivez-nous par mail. Avec plaisir, je vais vous répondre. Sinon, je vous dis portez-vous bien. Bye bye, ciao.